Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, si vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous invite d'ores et déjà à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de l'actualité crypto. Alors, cette vidéo est le début d'une longue série, je pense, puisque je vais ici en fait faire un tour de l'actualité. Pour tous ceux qui n'auraient pas le temps de suivre ça ou de lire uniquement les gros titres, et vous verrez pourquoi tout à l'heure, lire les titres ne suffit pas, ou tout simplement qui n'aimeraient pas lire. Je sais pas si je l'ai déjà dit, c'est pas grave. Donc, je vais commencer ici de suite par les informations qui finalement pour moi me semblent intéressantes à relever. Donc il y en aura régulièrement en fonction des news et en fonction des nouvelles actualités. Comme on peut le constater aujourd'hui, le marché est un peu pondéré, c'est-à-dire que bah voilà, on a les grosses cryptos qui sont quand même relativement dans le vert, à modérer, on le verra plus tard, et une partie dans le rouge. Bref, en ce moment, on travaille des niveaux importants. On est également en train de faire des pullbacks suite aux cassures récentes qui ont été faites, notamment sur le Bitcoin à, à 40 000. Donc, pour l'instant, pas de quoi s'affoler. On va commencer de suite par ce que j'estime être l'information la plus importante. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, c'était de mémoire, je crois que je l'ai noté, non, dans quelle vidéo c'était ça? Vidéo on n'attrape pas un couteau qui tombe, où je vous disais que justement à chaque fois on essayait d'expliquer les choses, d'expliquer un mouvement. Et là en fait c'est assez marrant parce que bon le, le, le- le principal argument qui a été avancé d'un point de vue fondamental en fait pour le déclenchement de la chute, c'était que la banque centrale en Russie en fait voulait interdire tout simplement et bonnement les cryptos. Je vous avais expliqué que certes ils avaient l'intention de faire ça, mais ils n'avaient pas le pouvoir de décision. Et c'est marrant parce que ça a déclenché de suite une réaction de qui? Monsieur Poutine, rien que ça. Donc, qui met fin au débat. Les acteurs russes doivent s'accorder sur une réglementation des cryptos. Alors, euh, l'idée, c'est que c'est bien entendu revenu aux oreilles de Poutine qui dit non, non, vous êtes gentil, mais bon, on a quand même quelques arguments qui sont pas déconnants. Alors, ce qui, entre parenthèses, pour nous est quand même très rassurant, hein, parce que si en plus de la Chine, on se retrouvait avec la Russie qui commençait à dire non, on bannit tout et ainsi de suite, ce serait franchement pas agréable. Donc, cette fois, donc, comme je disais, c'est le président Vladimir Poutine en personne qui prend les choses aux mains et demande des discussions apaisées et constructives. Le ton est monté avec plusieurs hommes politiques du pays qui défendent un minimum de tolérance. Je cite en l'occurrence la réaction de Poutine directement. Nous disposons de certains avantages concurrentiels dans ce secteur, notamment dans le domaine dit du minage de crypto. Je fais référence à notre excédent d'électricité et au personnel bien formé disponible dans le pays. Clairement, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que ça a quand même un intérêt budgétaire, ça a un intérêt économique pour lui de fonctionner avec le Bitcoin, ce qui est un très bon point pour nous. Autrement dit, pas touche au minage de Bitcoin et aux cryptos fonctionnant en preuve de travail, c'est le proof of work. Il est par contre toujours à craindre une réglementation très stricte avec un encadrement et une surveillance poussée du gouvernement russe sur toutes les activités liées aux crypto-monnaies. De toute façon, j'ai envie de vous dire, à un moment, la réglementation et l'encadrement de tout ce qui tourne autour des crypto-monnaies, il va falloir y arriver si jamais on décidait enfin si jamais la crypto s'étendait, se popularisait tout du moins pour se démocratiser et avoir une utilisation plus régulière des cryptos. Ce qui est intéressant ici, c'est que là, donc la dernière fois, donc on nous servait le fait que voilà la chute était liée à ça et ainsi de suite. Donc ok, on chute. Mais là, clairement, ce qu'on nous dit, bah, c'est l'inverse. Et pourtant, le marché des cryptos n'explose pas à la hausse. Donc ça revient bien à ce que je vous disais la dernière fois, à vouloir trop expliquer des mouvements de marché sur un marché aussi volatile que les cryptos. Bah, finalement, on finit par en inventer des raisons qui voilà. Donc ça dénote aussi quelque part d'une certaine psychologie de marché qui est quand même relativement négative dans le sens où une bonne nouvelle ne fait pas monter le marché.
On a ensuite sur Cryptonaut, quel impact sur les marchés, donc les annonces de la Fed qui ont eu lieu mercredi soir. C'est pour ça que j'attendais, parce qu'il est hors de question de réagir à chaud et pendant tout le bruit de marché et ainsi de suite. On a eu en fait donc Jérôme Powell qui a donc décider, on va dire, s'il relevait les taux précipitamment ou pas, et quelle était la conduite à tenir en ce qui concerne pardon, les politiques monétaires, enfin les futures politiques monétaires, on va dire. Donc la réunion du FOMC était entendue comme l'élément majeur de la semaine et il semblerait que les anticipations du marché sur les annonces aient été très proches des annonces. Effectivement, je me suis noté ça un petit peu, c'est que l'idée générale de toute façon des marchés, c'est que s'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de réaction. On se moque un petit peu que les informations soient positives ou négatives. Si on en a déjà conscience, si on a déjà été prévenu, et là ça fait déjà un petit moment qu'on est prévenu qu'il va y avoir des hausses des taux et ainsi de suite, mais cartographié dans le temps, dans un calendrier. Donc tout ça, en fait, c'est déjà pricé dans les marchés. C'est notamment pour ça qu'en ce moment, on a les indices Nasdaq, Dow Jones, DAX et ainsi de suite qui font la gueule et qui tombent. C'est juste qu'en fait, on est en train de pricer le fait qu'on va avoir des hausses de taux, tout simplement. Mais dans la mesure où derrière il n'y a pas de surprise, pas de problématique ici, puisque les marchés en ont déjà conscience. Donc, Jérôme Powell ne surprend pas, donc ça se passe très très bien. Il semblerait que les anticipations de marché, voilà, ok, donc ça c'est bon. Ensuite, Jérôme Powell, donc président de l'organe, a précisé que le comité restait favorable à une hausse des taux d'ici la prochaine réunion prévue le 16 mars prochain. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Ça, c'est déjà pricé en fait. Les marchés en ont déjà pris compte. Après, est-ce que ce sera 0,25, 0,50 d'augmentation? Ça, on sait pas trop. Ça fera bouger le marché à ce moment-là, mais bon, pas de grosse surprise. Puis quelque part, c'est aussi rassurant d'avoir parce que ces hausses des taux, en fait, elles sont liées clairement à l'inflation. Donc, on fait face en ce moment à une inflation quand même relativement conséquente qu'on n'a pas vue depuis des années. Euh, donc c'est sympa aussi de savoir qu'on a un capitaine qui prend les choses en main et qui dit voilà, il faut lutter contre l'inflation. On prévoit des choses justement pour lutter contre tout ça. On l'anticipe, on l'annonce au marché avec anticipation, ce qui fait qu'on évite un krach boursier majeur. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés le 1er janvier et dire on augmente les taux de 0,75%. Je vous explique pas, la chute elle aurait été 3 fois plus importante que ça. Donc ils gèrent un petit peu quand même la situation et surtout l'impact que ça va avoir sur les marchés. Il tempère bien de ce côté-là. Donc la Fed a par ailleurs confirmé la fin de son programme de rachat d'actifs pour début mars. C'est-à-dire que jusque-là, en fait, il y a eu énormément d'injections de liquidités depuis le début de la crise sanitaire pour pouvoir justement tenir les marchés, éviter des crises, notamment de chômage et des liquidations d'entreprises, tout simplement. Donc ils ont injecté énormément. Alors d'aujourd'hui, ça se mesure à plus de 9 000 milliards de dollars depuis le début de la crise sanitaire. Je ne sais pas si vous imaginez 9 000 milliards de dollars qui ont été injectés dans les marchés financiers. Juste pour vous faire un petit parallèle, parce qu'en règle générale, on a tendance à nous montrer la capitalisation générale de la crypto-monnaie, donc du market cap total de la crypto-monnaie, comme étant relativement conséquente, exorbitante, et ainsi de suite. Ça ne représente que, entre guillemets, 2000 milliards de dollars. La capitalisation totale des crypto-monnaies à l'heure d'aujourd'hui, c'est 2000 milliards de dollars. Quand on sait que Apple fait à lui tout seul 2,5 milliards, pardon, 2500, je vais y arriver, 2500 milliards de dollars de capitalisation à elle toute seule, on se rend bien compte que c'est pas si exorbitant que ça. C'est des chiffres qui nous dépassent, nous, dans notre quotidien, bien entendu, mais finalement, c'est pas si extraordinaire que ça. Donc en jeu, ce sont les anticipations. Les marchés tablent désormais très largement sur une hausse des taux de 0,25 à 0,50 de base d'ici la prochaine réunion, donc en mars. Donc c'est en ça que finalement on risque de ne pas surprendre les marchés. On est en train de le pricer, on baisse, mais on baisse gentiment. Je pense sincèrement qu'on est en train d'éviter le crack en fait. J'aurais tendance à dire qu'ils gèrent très très bien la situation et même j'irais même encore plus loin que ça, c'est que comme je vous ai dit, le marché n'aime pas les surprises. Par contre, il pourrait également y avoir des surprises positives. Imaginons qu'ils prévoient 4 hausses des taux et puis qu'en fait ça fonctionne bien, l'inflation redescend. Et puis la dernière, par exemple, ils font les 3 premières et la dernière ils la font pas. Et ben, ce serait un moyen de faire pumper les marchés en fait
sans faire grand chose. C'est juste que comme les marchés auraient déjà intégré cette information-là, si en fait on ne refait pas encore une hausse de 0,25 ou de 0,50, d'un seul coup ça devient une information positive. Donc je trouve que c'est très bien joué de la part de Jérôme Powell. Face à ces annonces, l'impact direct a probablement été relativement faible sur le marché des cryptos. Il faut dire que les marchés avaient à peu près anticipé les annonces. C'est tout ce que je viens de vous expliquer. C'était les informations majeures. Ensuite, il y a d'autres informations qui sont sympas, un petit peu plus ciblées, notamment pour Elrond. Vous savez qu'on en a dans notre portefeuille dans le cadre de notre projet. Et en fait, pour vous faire un gros résumé ici, c'est qu'en fait, la DeFi en fait a pris, donc la DeFi c'est toute la partie financière on va dire de l'écosystème crypto, a pris une place énorme, notamment en 2021. Et Elrond, en fait, donc s'était placé également sur ce sujet, mais à moindre échelle, on va dire. Benjamin Minku, le CEO d'Elrond, s'apprête à donner un nouvel élan à son exchange, le Majar Dex. Donc ça, c'est l'exchange en fait qui est propre à Elrond. Et en fait, quand ils l'ont sorti, le Maillardex en fait ne proposait qu'un choix très limité de crypto-monnaies. On avait par exemple donc Elrond, le MEX, l'USDC. Donc l'USDC c'est le stablecoin de Coinbase, le RAI. Donc c'était assez réduit en fait quand ils se sont lancés dans ce projet-là. Et cette limitation plaçait jusqu'à présent Elrond très loin derrière d'autres blockchains type Solana, Avalanche et Phantom. Ces dernières offrent en effet offrant une panoplie incomparable d'actifs, d'applications possibles de farming. Et les choses vont changer puisque les nouveaux projets en fait basés sur Elrond auront la possibilité d'ajouter leurs jetons sur l'exchange Maillard, donc sur l'exchange en fait d'Elrond. Mais ils ne seront pas les seuls. Les tokens issus d'autres blockchains pourront également migrer sur Elrond. Ça veut dire quoi? En fait, traduction, ça veut tout simplement dire que ils vont augmenter considérablement les capacités de l'exchange en fait en question où on va pouvoir faire beaucoup plus de choses et qui dit beaucoup plus d'interactivité avec cette blockchain dit mécaniquement que plus c'est utilisé et plus ça a tendance à faire monter les marchés, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Par ailleurs, ce sera l'occasion pour Elrond de mettre en œuvre un mécanisme de burn de son token utilitaire, le MEX, qui sera détruit à chaque nouvelle transaction. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait, c'est que, en l'occurrence pour le MEX, c'est que le mécanisme de burn en fait c'est tout simplement le fait de supprimer de la monnaie en circulation. C'est toujours l'histoire de l'offre et de la demande, quels que soient les marchés. Et en fait, l'idée ici, ça va être de dire que en brûlant de la monnaie, en supprimant de la monnaie, forcément s'il y en a moins, mécaniquement, ça fait également monter le prix. Espérons que ce fourmillement d'activité permette de donner un nouvel élan au cours de GLD en 2022. 2022 se révélera-t-elle comme l'année d'Elrond. On le souhaite puisqu'on en a en portefeuille comme je l'ai dit. J'ai mis de côté celui-là justement pour faire le parallèle avec l'introduction, c'est-à-dire que lire les titres d'un article ne suffit absolument pas. Alors que le marché s'écroule, Rothschild Investment rachète du Bitcoin sans relâche. Et en fait, si on lit le titre comme ça et puis qu'on va pas chercher un petit peu plus loin, on peut faire l'erreur de rattacher Rothschild ici à l'institution Rothschild que l'on connaît. Or, en fait, ce n'est pas ça. Rothschild Investment, donc le fonds Rothschild Investment, n'a aucun lien avec la famille très connue du même nom. Le fonds a été mis en place par Monroe Rothschild et Samuel Karger. Il s'agit ici d'un homonyme, vu qu'il n'existe aucun lien avec le célèbre banquier. Donc, c'est pas pour autant que c'est pas une bonne information, c'est juste qu'il ne faut pas faire l'erreur de rattacher ça à Rothschild, ce qui, entre parenthèses, n'aurait pas tout à fait le même impact sur les marchés. On a Ark Invest qui fait des prévisions en fait de prix, qui donne ses targets en fait pour l'Ethereum et le Bitcoin. Dans un rapport publié hier par Ark Invest, donc la célèbre société de gestion dirigée par l'investisseur Cathie Wood, a affiché des prévisions à long terme particulièrement optimistes. Je trouve aussi bien que pourquoi pas why not pour l'Ethereum et le Bitcoin. Dans son rapport intitulé Big Idea 2022, Ark Invest prévoit en effet que la capitalisation totale de l'ETH atteindra 20 000 milliards de dollars d'ici 2030. Donc on est quand même sur du moyen long terme, soit plus de 68 fois sa capitalisation actuelle. Cela correspondrait à un prix unitaire d'environ 180 000 dollars pour l'ETH contre 2400 dollars environ
actuellement. Pour expliquer cette prévision, le rapport évoque la rapidité avec laquelle le réseau Ethereum a gagné en utilité et en efficacité, ce qui est vrai. Une grande partie de la croissance au cours des 2 dernières années est venue de la finance décentralisée, donc la DeFi, on en parlait justement tout à l'heure, qui ne cesse de s'étendre. Concernant le Bitcoin, le rapport anticipe également un avis fortement haussier, prévoyant une capitalisation de 28 500 milliards de dollars d'ici 2030, soulignant que le BTC est susceptible de se développer à mesure que les États-nations l'adoptent comme monnaie légale. Un peu à l'instar donc justement du Salvador. Ça, je pense que vous le savez déjà. L'idée, c'est que ça se démocratise et qu'il y ait de plus en plus de pays qui acceptent cette monnaie. On est à combien? On est à 15 minutes. Alors la première est un tout petit peu plus longue, c'est normal. Il va falloir que je time tout ça, que je m'organise. Mais faites-moi confiance, ça va y arriver. Celle-là, ici, je sais que je vais y arriver. Le coup bas de JP Morgan au fondateur d'Uniswap. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Pas forcément le contenu, mais l'idée surtout qui se présente derrière. Depuis le lancement du réseau Bitcoin, les banques n'ont eu de cesse de rabaisser cette révolution qui leur fait de l'ombre. C'est ce que j'explique dans la vidéo, comprendre ce qu'est la blockchain. C'est-à-dire que le principe de la DeFi est tellement important que euh, que derrière, les banques voient bien que c'est un vrai concurrent. De nombreuses institutions ont tour à tour annoncé la mort du Bitcoin et des crypto-monnaies, allant jusqu'à qualifier d'arnaque pure et dure. Calomnions, calomnions, crachons sur l'adversaire en ces périodes d'élection, d'élection électorale, pardon. C'est un peu le même principe finalement. Néanmoins, alors que certaines banques font un pas vers l'écosystème, comme c'est le cas pour la Société Générale, entre parenthèses, je ne savais pas, qui multiplie les expérimentations sur diverses blockchains, d'autres sont plus réticentes. Hayden Adams, donc le fondateur de la plateforme d'échange décentralisé Uniswap. Donc Uniswap, c'est un peu le même principe que CoinMarket, je vais y arriver. Que PancakeSwap, donc qui permet d'acheter des cryptos sur la blockchain Binance, bah là en fait c'est la même chose, sauf qu'ici c'est pour la blockchain Ethereum. A révélé ses déboires bancaires. Selon sa publication, la banque JP Morgan a clôturé son compte sans notification préalable ni explication. Bon, allons-y, sabrons directement à la base. Je cite Hayden Adams. Je connais de nombreuses personnes et entreprises qui ont été ciblées de la même manière simplement parce qu'elles travaillaient dans le secteur de la crypto-monnaie. Donc c'est en ça que c'est important en fait, c'est de se dire que s'ils en arrivent à faire des coûts aussi bas, c'est qu'ils ont bien conscience que ça se démocratise, qu'on peut potentiellement les utiliser de plus en plus et donc à terme, peut-être pas les remplacer, mais leur mettre sacrément des bâtons dans les roues. Donc pareil, relativement positif. Donc bilan d'actualité générale plutôt positif aujourd'hui. Je vais maintenant faire un petit tour d'analyse technique, comme ce sera le cas à chaque fois. Pareil, je disais dans la dernière vidéo que ça m'avait un peu saoulé d'entendre direct sur les petites bougies vertes qu'on peut voir ici. Donc là, je suis sur le BTC USDT, donc le Bitcoin contre le dollar. Ça me fait penser que j'ai oublié de faire la petite parenthèse concernant ça. Sur les annonces qui ont été faites justement de Jérôme Powell, en fait, ça a poussé un petit peu le dollar vers le haut. Et en fait, il faut aussi imaginer une chose, c'est que le BTC est mis face au dollar. Donc, qu'est-ce qui se passe si le dollar monte? Bah, mécaniquement, ça fait baisser le Bitcoin aussi. Et ça, ce sont des logiques de marché qu'il est important d'intégrer, qui est que, bah, voilà, c'est assez important de dire que bah, si le dollar monte, c'est logique que ceux qui sont en face baissent. Par exemple, on a l'euro USD qui a énormément baissé, enfin énormément entre guillemets, qui a quand même pas mal baissé depuis ça, c'est logique. Et ben c'est pareil avec le Bitcoin. Donc ça vient aussi rajouter un petit peu d'eau à notre moulin pour essayer de comprendre un petit peu mieux pourquoi les marchés baissent également. Si le dollar monte, c'est logique que les cryptos baissent. Bref, ici donc sur les impulsions haussières, donc on entendait déjà to the moon, ça m'a saoulé. Bref, ici on est loin d'être to the moon. Certes, on vient après
une accélération baissière, faire un pullback sur, et encore, on n'a même pas réussi à rejoindre les 40 000. Hein. Si ça avait été très propre techniquement, ici, on serait venu faire la touchette 40 000 avant de repartir. Ici, pour l'instant, on n'a pas réussi et on voit bien qu'on se stabilise là en ce moment depuis les quatre derniers jours et même donc depuis mercredi, depuis les annonces qui ont eu lieu. Pour l'instant, je tiens mon scénario qui est de ne pas rentrer hâtivement, même sous forme de DCA. Pour l'instant, il n'y a absolument rien qui m'indique qu'on ne va pas aller chercher la zone des 30 000. Donc, tant qu'on n'est pas dans la zone des 30 000, je ne prévois pas de continuer à alimenter mes investissements en crypto-monnaie. Je rappelle que bien entendu, tout ce que j'effectuerai sur ce portefeuille sera placé sur cette chaîne. Donc voilà, donc ici bah, clairement hein, on sait qu'on a ce niveau majeur à 30 000 sur la vision hebdomadaire donc de la représentation du prix pardon. On voit bien qu'ici on est venu se rapprocher de la moyenne mobile 100 donc qui soutient les cours dans les alentours de 31 000 donc 30 000 31 000 toujours. Voilà, pour l'instant, ça tient, ça craque pas, on n'est pas sur des gros mouvements de panique. Hein. On voit bien qu'ici, on était descendu en 15 jours, hein, en 2 fois 2 semaines, on était passé de 60 000 à 30 000. Ici, on n'est pas sur un mouvement de panique. Moi, je vois pas de panique ici pour l'instant. Pour l'instant, je vois juste des mouvements qui travaillent gentiment, qui viennent s'appuyer sur des zones de support, on fait des replis. Bref, pour l'instant, rien de panique, rien à anticiper, tout du moins. Donc on attend, on met les alertes. En l'occurrence, moi j'en ai sur les 31 000 à peu près sur le BTC et on surveillera, on attendra les zones d'achat. Sur Ethereum, bah, c'est fondamentalement le même principe. On a actuellement, on va mieux le voir en journalier, en fait, on est en train de travailler la zone des 2400 de mémoire, voilà, qui pour l'instant fait son job. On ne peut pas dire le contraire. Donc ici, bah, de deux choses l'une, hein, soit on renclenche de suite un marché baissier, on vient casser les 2400 et en théorie on se télescope à 2000, soit on tient la zone des 2400, on repart, on vient faire le pullback sur la zone des 2800, donc qui était donc l'ancien support, hein, qui est donc devenu résistance. On viendrait le tester ici. À partir de ce moment-là, on pourrait commencer à envisager des scénarios, soit de hausse si on les cassait à la hausse, soit de baisse si on refluait pour aller rechercher donc les 2000 qui serait une zone toujours valide. Donc là, on est toujours dans l'attente d'informations. Je ne vais pas tous les faire parce que j'ai été trop long sur la première partie, mais là par exemple on voit le Cardano qui tient très très bien. On a un support qui est vraiment très propre, qui est respecté. Ici, depuis notre dernier signal d'entrée, donc on avait eu ici à 1,19, fondamentalement on n'a pas baissé plus que ça. Pour le moment, le support tient, ça ne veut pas lâcher. On est d'ailleurs en journalier dans une figure graphique, dans une figure chartiste d'indécision, qui est somme toute relativement efficace pour celle-là, pour l'avoir beaucoup tradé cette figure. Donc ici, voilà, clairement on hésite, mais on voit qu'on tient quand même beaucoup mieux que le Bitcoin et ainsi de suite. Donc moi perso, j'en ai rentré ici, donc j'ai pas besoin d'en accumuler. Si j'en avais pas, si j'étais pas investi sur le Cardano, très honnêtement, le moindre petit signal haussier ici en journalier me ferait déclencher une ligne. Alors vous savez que moi je suis un investisseur sous forme de DCA, donc voilà, dans l'idée de dire si ça part, ok, très bien, je suis rentré, j'ai rentré ma ligne ici, et par contre derrière j'ai une zone de support à 0,69 sur laquelle je pourrais envisager d'en mettre une deuxième et une troisième sur le support qu'on aurait à 0,37 et là on rentrerait déjà dans le cadre d'une très 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 grosse correction. Je vais prendre le petit dernier en l'occurrence, c'est Avax qui lui se tient vraiment très très bien. Hein, comme quoi les marchés fonctionnent ensemble, oui. Les cryptos fonctionnent ensemble, oui. Elles sont toujours menées par le Bitcoin, oui également. Par contre, on voit qu'ici, alors certes, on a eu donc un mouvement baissier, mais ici, par contre, les gros supports n'ont pas encore été endommagés. Il y a encore de quoi tenir des gros niveaux, même sur un marché baissier du Bitcoin. Venir ici tenir les 49.
peut-être en extension les 41, voilà, mais on voit qu'ici ça tient quand même relativement bien. Voilà, c'est tout pour ce premier tour d'actualité qui a duré le double du temps qui était prévu. Donc je ferai bien entendu en sorte que ça rentre dans cette plage de 10 minutes annoncée, j'y tiens. C'est la première, donc je vous demande d'être indulgent. Si vous avez aimé quand même, je vous demanderai bien entendu de liker la vidéo. Je vous rappelle de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sachez que je suis en train de préparer une vidéo qui sera pour moi, je pense, la vidéo de l'année. C'est-à-dire que je suis parti pour préparer une vidéo relativement simple. Et en fait, j'ai quasiment fait une thèse dessus. Ça fait 48 heures que je travaille dessus. Et il y a des informations extrêmement importantes concernant l'évolution du Bitcoin, jusqu'à quand la baisse pourrait durer, je l'explique. Quand est-ce qu'elle pourrait partir, je l'explique. Et jusqu'à combien le bull run qui serait déclenché à ce moment-là, je l'expliquerai également dans cette vidéo. Donc j'ai hâte de vous la partager, j'espère que vous avez hâte de la recevoir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde.